Donner un petit peu de con Pour vous donner un petit peu de contexte, moi je viens du secteur privé, donc j'ai des produits agroalimentaires sur les pays internationaux. J'étais acheteur pour les supermarchés en Suisse et au Royaume-Uni et j'ai été dans ce cadre-là exposant à des foires, visiteurs aussi à des foires et maintenant mon rôle est d'aider les entreprises à se préparer et à participer. Donc, nous allons faire ça de façon assez informelle. Nous avons J'ai une présentation ici. Ne vous inquiétez pas s'il y a des éléments de la présentation que vous avez loupés ou qui ne sont pas très clairs. Nous allons partager de toute façon avec vous l'enregistrement de cette session et la présentation aussi. Et à la fin de la présentation, nous aurons une série de questions et de réponses très, très informelles, n'hésitez pas. Et je pourrais répondre à différentes questions que vous avez, peut-être par rapport à votre expérience, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, puis par rapport à des questions que vous avez sur cette formation. Donc, voici un petit peu les modules, on va dire, ou les différents points que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Donc, le but est de comprendre, parce que quand on se dit on veut exposer à une foire, euh, c'est très bien, mais il y a tellement de choix pour sélectionner la bonne foire, pour sélectionner par rapport à vos produits, par rapport à votre capacité export, etc. Donc, nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. On va commencer par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est est-ce que je suis prêt à exposer? Pourquoi participer à des foires et les différents types de foires. Alors, on sait tous comment participer à une foire. Il y a un avant, un pendant et un après. Euh, Ce qui est très important, c'est de choisir la bonne foire par rapport à sa capacité export, par rapport au secteur, au pays. Euh, on peut se dire que, on va dire, un tiers des efforts avant la foire, c'est 30% des efforts, pendant c'est 30%, et le suivi, c'est très important, c'est aussi 30% des efforts pour faire ce travail de dire, je veux exposer à une foire de A à Z. Voilà un petit peu les différentes étapes. Alors, moi, ce que je vois dans mon métier, c'est, on va dire, les erreurs les plus communes ou les plus souvent rencontrées quand une entreprise va à une foire. Eh ben, peut-être qu'il y a une planification insuffisante parce que, comme on va le voir, c'est pas quelque chose qu'on organise un peu du jour au lendemain. Euh, un des challenges les plus importants que je vois, c'est que l'entreprise n'a pas assez de volume en quantité et en qualité. Donc ça, c'est généralement un des freins principaux. Maintenant, quand on se dit, OK, je suis en recherche de nouveaux clients, je veux aller vers de nouveaux marchés. Donc, les foires sont un outil très utile pour faire ça. Alors, quels sont les avantages des foires? Justement, obtenir des nouveaux clients, peut-être renforcer aussi votre clientèle actuelle sur un marché spécifique. Présenter, si vous avez une gamme de produits, vous avez un nouveau produit, ça peut être une plateforme pour présenter ce nouveau produit. Ensuite, vous pouvez très bien, en tant que première étape, aller à une foire en tant que visiteur. Pourquoi? Parce que déjà, c'est moins coûteux. Et ça va vous permettre d'identifier si, ah bah oui, en effet, c'est la bonne foire pour moi, ou peut-être dans quelques années, je n'ai pas encore le bon produit ou j'ai pas encore assez de volume, mais ça va vous permettre euh, de vous permettre de vous forger une opinion par rapport à une foire. Donc, quand on peut y aller en tant que visiteur, c'est toujours très intéressant. Ensuite, pourquoi les entreprises exposent à des foires? On l'a dit, c'est par rapport à trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux marchés,
Maintenant, il n'y a pas que ça. Les foires, ça permet aussi, généralement, c'est un concentré d'experts qui sont sur les foires, qui vous donnent des conférences sur votre marché, sur les développements du marché. Vous pouvez regarder le lancement des nouveaux produits. Vous pouvez regarder la concurrence. C'est très important. Et aussi, vous pouvez trouver pour vous des fournisseurs d'intrants, des fournisseurs de machines. Donc voilà un petit peu l'avantage des différents, de pourquoi exposer à une foire. Euh, Au point de vue des foires, donc on a différents types de foires. On a des foires nationales. Donc là, par exemple, sur une foire qui se déroule en Gambie ou une foire qui se déroule en Guinée, où la plupart des exposants sont des entreprises de Guinée ou de Gambie. On a des foires régionales, internationales, où là, par exemple, on a une grande foire sur l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, où les acheteurs de la sous-région viennent dans cette foire. Donc, ça a une portée un peu plus internationale. On a d'autres foires qui sont, on va dire, spécialisées. Vous avez des foires comme Biophare en Europe, qui est en Allemagne chaque année en février, qui est spécialisée sur le produit bio. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certifié bio, vous ne pouvez pas exposer. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Euh, donc, voilà un petit peu les différents types de foires. Et maintenant, les différentes méthodes, on va dire. On trouve, avant, on était sur une foire physique, ce qu'on appelle traditionnelle. Euh, Avec les années Covid, on a vu l'émergence de foires 100% en ligne. Euh, et maintenant, on va dire que sur des grandes foires, pour l'instant, particulièrement en Europe ou aux États-Unis, etc., on est sur de la foire hybride. C'est-à-dire que vous avez toujours une participation physique, mais vous pouvez accéder à cette foire en tant qu'exposant depuis chez vous. On va voir ça. Comment, à quoi ça ressemble, ces espèces de foires hybrides virtuelles. Au point de vue des... Ce qu'il faut se poser comme question quand vous allez déterminer, sélectionner votre foire, c'est de se dire, quel est mon marché cible? Est-ce que mon marché cible, c'est le consommateur final? C'est du B2C. Donc, vous avez par exemple du manioc en sachet qui peut être vendu dans des supermarchés. Ça, c'est du B2C. Ou est-ce que vous avez du manioc en carton de 15, 20, 30 kilos qui part pour l'industrie? Ça, c'est du B2B. Il faut regarder quand on choisit une foire parce que pas dans toutes les foires, vous pouvez vendre vos produits. Il y a des foires qui sont seulement B2B, c'est-à-dire pour les acheteurs industriels. Et ces foires-là, c'est interdit pour vous de vendre vos produits. Donc, il faut regarder, chaque foire est différente. Et ça, c'est un élément important, surtout si vous voulez vendre vos produits pendant la foire. Est-ce que c'est permis? Maintenant, on va regarder rapidement ces fameuses nouvelles foires virtuelles. À quoi ça ressemble? Donc, on a vu pendant les années Covid que, évidemment, toutes les foires du monde entier se sont arrêtées un peu du jour au lendemain. Euh, donc, les organisateurs de foires se sont dit, OK, on ne peut pas avoir une participation physique, les gens ne peuvent plus se déplacer. On va faire l'équivalent, on va dire, mais virtuellement. Alors, virtuellement, ça veut dire que de nos jours, sur des grandes foires, par exemple en Europe, vous avez le choix. Est-ce que vous allez aller voyager physiquement et avoir un stand comme sur la photo de gauche, ou est-ce que vous allez exposer aussi votre entreprise, vos produits, mais de façon virtuelle? Vous avez ces deux options-là. Au point de vue des foires virtuelles, l'intérêt, c'est quoi?
on va dire qu'un des grands intérêts, c'est déjà de ne pas se déplacer, hein. C'est moins cher par rapport à aller sur une foire, construire un stand, amener des échantillons, avoir des frais pour le transport, etc. Au point de vue du contenu, ces foires hybrides ou ces foires virtuelles ont le même contenu. Vous avez des conférences de spécialistes qui sont là, vous avez des séminaires comme on est en train de faire en ligne aujourd'hui. Vous pouvez voir les dernières tendances de votre secteur, de vos produits. Par contre, ce qui change énormément, c'est la durée de cette foire. C'est-à-dire que la durée et la portée. C'est-à-dire qu'une foire physique, une foire normale, c'est sur 4, 5 jours. Euh, et après, ça s'arrête. Les plateformes hybrides ou en ligne de ces foires, en fait virtuelles, vont vous permettre de continuer à parler avec des acheteurs pendant les 4, 5 jours, mais après. Des fois, ces plateformes sont ouvertes pendant 6 mois après l'événement. Donc ça, et ça vous permet aussi, et ça c'est important, de rencontrer des acheteurs que vous n'auriez pas rencontrés sur une foire physique. C'est-à-dire que si vous êtes au Ghana et que vous faites une foire en Côte d'Ivoire, il y a peu de chances que vous ayez des acheteurs des États-Unis, d'Allemagne qui soient là. Par contre, avec avec cet aspect virtuel, vous pouvez toucher, vous pouvez rencontrer, vous pouvez vous connecter avec des acheteurs qui sont dans le monde entier. Euh, et ça, c'est par exemple justement sur cet aspect-là, sur le fait de pouvoir se connecter avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus facilement. Ça, c'est le vice-président de Costco aux États-Unis qui a dit, nous n'aurions jamais pu faire venir tous nos acheteurs de Costco à une foire en personne. Mais maintenant, les acheteurs de l'équipe peuvent se connecter en ligne, voir les nouveautés du marché, les innovations pour chaque catégorie de produits. Et ils peuvent le faire live en ligne pendant l'événement ou 24/24 à leur convenance. Donc, voilà la grande différence de ces nouvelles aspects virtuels, voire un des grands éléments assez récents, c'est que toutes les personnes avec qui vous allez discuter, toutes les personnes avec qui vous allez parler, euh, l'intelligence artificielle qui est derrière cette foire virtuelle va pouvoir capturer ces données. Et c'est-à-dire qu'à la fin de la foire, vous pouvez souvent télécharger un Excel ou un document et vous avez tous les données avec les contacts des personnes avec qui vous avez discuté ou qui vous intéressent. Ce qui, quand c'est une foire physique normale, c'est à vous de le faire. Euh, voilà d'autres spécificités. Comme on disait, il y a une meilleure portée internationale. Euh, c'est moins cher d'y participer parce que les coûts sont différents. Maintenant, c'est pas du 100%, hein, ça reste du virtuel. Pourquoi on aime les foires virtuelles? Parce que voilà, on augmente notre visibilité de votre entreprise, de votre produit, euh, plus loin que les frontières de la foire physique où vous pourriez être. Ça vous permet de vous différencier. Ça vous donne une bonne expérience aussi, hein. Une bonne expérience où, de toute façon, quand vous serez sur une foire physique, le type de questions que vous allez recevoir d'acheteurs dans ces foires virtuelles vont être similaires. Donc, ça peut être un bon exercice. Maintenant, pourquoi on ne les aime pas, ces foires virtuelles? Des fois, suivant où vous vous trouvez en Afrique, par exemple, et que vous participez à une foire virtuelle qui se trouve en Asie, en Europe, aux États-Unis, eh ben, peut-être que vous devez vous connecter à 4 heures du matin. À- Parce que les horaires ne seront pas les mêmes que les vôtres. Peut-être que l'inconvénient, c'est que si votre connectivité Internet n'est pas à 100%, ça peut aussi avoir un effet négatif. Et puis, on va dire que rencontrer quelqu'un en personne,
pouvoir parler à un acheteur en personne, c'est quand même une expérience différente du en ligne. Après, comme on a dit, il faut quand même faire attention à une chose. Vous, vous êtes plus sur de l'export ou vous pensez à l'export sur des produits agroalimentaires transformés. Mais par exemple, si vous vouliez exporter des produits frais, imaginez, vous êtes à une foire et vous rencontrez un acheteur des États-Unis, par exemple, ou du Moyen-Orient, ou du Japon, et il dit, je veux acheter votre produit frais. Est-ce que vous pouvez? Il faut faire attention parce que non, on ne peut pas. S'il n'y a pas sur certains marchés, comme les États-Unis, par exemple, si votre pays n'a pas d'accord phytosanitaire au point de vue de votre ministère d'Agriculture qui parle au ministère de l'Agriculture américain et que cet accord n'est pas là, vous n'avez pas le droit d'exporter. Même si vous avez un acheteur qui vous dit je veux acheter, si vous envoyez le container, si vous envoyez la marchandise, elle sera bloquée et détruite à la frontière. Donc ça, c'est quelque chose, c'est que pour les produits frais, hein, fruits et légumes frais, par exemple. Voilà, j'ai mis un exemple ici sur la mangue. Est-ce que, en tant qu'exportatrice, exportateur de mangue fraîche, est-ce que je peux exporter sur l'Union européenne? Oui. Sur le Moyen-Orient? Oui. Dans la sous-région? Tout à fait. Aux États-Unis? Non. Parce que cet accord-là n'est pas en place. Ensuite, si on prend l'exemple du manioc, là, vous voyez que, par exemple, le Ghana a cet accord en place avec les États-Unis sur son manioc frais, le Bénin et le Togo. Donc voilà, donc je sais que vous êtes plus sur des produits transformés, mais c'est quelque chose sur lequel, si vous êtes sur du frais, il faut faire attention. Euh, alors maintenant, on va regarder en pratique à quoi ressemblent ces foires virtuelles, ces foires, cet aspect un peu virtuel qui se développe sur les foires. Donc, vous avez un stand virtuel qui est là, par exemple. Ça, c'est un stand virtuel. Au lieu d'avoir un stand physique, vous avez un stand virtuel. En voici un exemple. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent des outils de réseautage, de networking, où vous pouvez parler aux acheteurs. Et vous avez aussi cet aspect conférence, session euh, de café virtuel similaire à ce que vous pourriez trouver sur une foire physique. Voilà. À gauche, vous avez une conférence en personne. À droite, vous avez une conférence virtuelle. Vous aurez toujours des experts qui vont parler de développement dans votre secteur. C'est la même chose, c'est juste la façon de connecter qui est différente. Nous, on a l'habitude de ça. On a l'habitude de une foire physique où les exportateurs se déplacent. Là, c'était un stand que nous avions pour le Kenya, juste avant Covid. Voilà le même. On a fait pendant Covid une première foire virtuelle. Voilà la même chose. Là, nous avions, c'était ben, justement avec les collègues de SheTrades et un autre projet où nous avions 4 pays, Kenya, Nigeria, Rwanda, Tanzanie, sur ce stand virtuel. Et si j'étais un acheteur, je cliquais, si je voulais acheter, je ne sais pas, des avocats du Kenya, je cliquais sur Kenya, ensuite avocat, et je voyais qui étaient les exportateurs. Donc ça, pour comparer un petit peu, c'est ce dont on a l'habitude du networking, on discute avec les personnes en physique. Voici l'équivalent pour ces foires virtuelles. Ça, c'était un premier exemple justement en juin 2020. Pas un très bon exemple. Maintenant, voilà, ça s'améliore un petit peu et vous pouvez, comme on est en train de faire, discuter, on va dire tête à tête, entre guillemets, avec un acheteur que vous avez pu contacter via ces foires virtuelles. Maintenant, voilà, on a regardé un petit peu les différents pourquoi exposer, les différents types de foires. Maintenant, on va se poser la question de comment sélectionner la bonne foire. Il y a des milliers de foires.
partout dans le monde. Donc, la question, c'est de se dire quelle est la bonne foire pour mon entreprise, pour mes produits, pour le cible de marché que je veux atteindre. Voilà les questions, les facteurs qu'il faut prendre en compte. Est-ce que je veux vendre mes produits en direct, évidemment, mais à qui? À des industriels, à des supermarchés, à des grossistes. Comme on s'est posé la question de dire est-ce que je veux vendre mes produits pendant la foire? Là, c'est une foire B2C ou B2B et B2C. Et aussi, bien sûr, les coûts. Maintenant, vous êtes convaincu, vous allez dire je veux exposer. Comment je trouve la bonne foire? Alors, comment trouver une foire? Vous avez différents outils qui sont là pour vous aider, que ce soit des recherches Internet, que ce soit par rapport à des bases de données, vos concurrents, vous pouvez regarder où ils vont à des foires. Voici des listes qui rassemblent, on va dire, toutes les foires. Donc, vous pouvez faire des recherches si vous dites, je cherche une foire au Maroc, parce que le Maroc, c'est un pays sur lequel je suis intéressée, ou la Côte d'Ivoire, ou le Ghana. Là, vous pouvez taper Ghana agroalimentaire et ça vous donnera les différents types de foires qui existent dans ces pays. Après, une fois que vous avez peut-être deux, trois, quatre foires qui sont sorties, qui vont dire peut-être j'ai un intérêt, il faut se dire laquelle est vraiment intéressante pour moi. Vous avez ce genre d'informations sur les sites des foires. Ça, c'est une information que j'ai tirée d'un site d'une foire en Italie qui s'appelle McFruit, qui est pour les fruits et légumes frais. Bon, quand on regarde ça, déjà, il faut se poser la question. Si vous êtes intéressé par des acheteurs, par des clients qui viennent de la sous-région, africaine, Afrique du Nord, pays subsahariens, par exemple, bon, ben là, vous voyez qu'il n'y a que 12% de ces clients qui y vont. Donc, ce n'est pas la bonne foire. Si c'est l'Europe, oui, c'est la bonne foire. Donc, voilà, vous avez ce genre d'informations. Après, si vous creusez un petit peu plus, ça, c'est toujours une information tirée du site de la foire. Ils vont vous dire quel type de visiteurs ils ont. Parce qu'ils vont vous dire, oui, on a 20 000 visiteurs, 40 000 visiteurs. OK, très bien. Et qui sont ces visiteurs? Et vous voyez qu'ici, il n'y en a que un peu moins que 40% des visiteurs qui, en fait, sont dans le commerce des fruits et légumes. Le reste, ce sont des fournisseurs d'intrants. Donc, est-ce que 40%, c'est suffisant pour vous pour sélectionner cette foire-là? Donc, c'est ce type de questions qu'il faut regarder, c'est ce type de questions qu'il faut se poser. Maintenant, au point de vue du coût, voici, on va dire, une répartition typique d'une foire physique. Alors, combien ça va me coûter? Il faut que j'achète l'espace, il faut que j'achète la construction du stand, le graphisme du stand, il faut que je me déplace. J'ai peut-être des coûts d'envoi d'échantillons. Voilà un petit peu à quoi ressemble le breakdown, la répartition des coûts typiques pour une foire physique. Maintenant, quand on parle de foire virtuelle, comme on a parlé, il faut faire attention. Par exemple, ça, c'est un exemple sur l'Europe. Euh, Ce n'est pas bon marché. C'est quand même cher. C'est moins cher que d'y participer, mais ça dépend. Vous avez à peu près 2 000 €, 2 300 $ pour être exposant à ces foires virtuelles. Donc, vous allez avoir une foire et elle va avoir physique et elle va avoir un petit élément de virtuel. Donc, ça va vous permettre d'exposer même si vous n'y êtes pas. Euh, Par exemple, voilà, nous avons, bon, j'ai mis des exemples de foires en Europe, après j'ai mis des exemples de foires en Afrique, mais vous en avez qui sont extrêmement coûteuses.
tous les grosses foires agroalimentaires comme le Cial à Paris, qui est tous les 2 ans, Anuga, Germany, Allemagne, qui est tous les 2 ans aussi, ce sont des foires qui sont, excusez-moi, mais hors de prix. Euh, donc voilà un petit peu une idée. Euh, les coûts diffèrent bien sûr. Si vous êtes une entreprise et que vous vous dites, je veux amener 3 personnes, bah, voilà le coût que ça vous coûterait pour aller à Anuga en Allemagne pour exposer vos produits. Si vous choisissez le modèle virtuel, au lieu de vous coûter 30 000 $, ça va vous coûter 3 500 $ parce que vous aurez une connexion virtuelle à cette foire. Par contre, si vous êtes une délégation d'exportateurs, par exemple une association sectorielle ou une agence d'exportation de votre pays qui va emmener 20 entreprises ou 15 entreprises, là, vous voyez que les coûts sont différents, mais on est pratiquement à des coûts équivalents. C'est pour ça que les participations virtuelles sont quand même très chères. Euh, il faut se dire que voici des exemples de coûts pour... là, ce sont seulement des coûts pour la location de l'espace, pas pour la construction du stand, pas pour tous les frais annexes qui se mettent en plus. C'est juste ce qu'on appelle l'espace du stand. Donc, si vous voulez louer un 45 mètres carrés, 45 mètres carrés, si vous êtes une délégation d'exportateurs, vous pouvez mettre à peu près 10 exportateurs. On compte entre 4 et 5 mètres carrés par exportateur. Euh, vous voyez que même en Afrique, les foires ont des prix extrêmement différents. Là, on a un exemple de la Fiara au Sénégal, on a un exemple d'une foire en Égypte et on a un exemple du Salon international de l'agriculture au Maroc. Donc, ces foires-là, pour l'instant, ne proposent pas cet aspect virtuel. Mais vous allez voir que dans quelques années, ils le feront, c'est sûr. Donc voilà un petit peu une comparaison des coûts. Maintenant, on va dire que vous avez sélectionné votre foire. Comment je dois faire? Quel type de stand je dois prendre pour mettre en avant mon entreprise, pour mettre en avant mon produit? Donc, il va falloir vous décider, est-ce que je prends un stand individuel? Je suis une entreprise, comme là à droite, on voit. Ou est-ce que, par exemple, je suis une association, je suis une export de promotion des exports, et là, je prends un stand euh, de groupe. Comme là, on a à gauche, c'est un stand pour l'Ukraine, et sur l'Ukraine, là, il y a une petite dizaine d'exportateurs. Après, c'est la même question qui se pose, que ce soit pour un stand physique ou pour une foire virtuelle. Comme on a vu, l'exemple que j'ai donné sur la foire virtuelle que l'ITC a fait en juin 2020, on avait 4 pays dans ce stand virtuel. À droite, vous avez seulement une entreprise. Après, c'est une question de coût. Euh, si vous êtes une association sectorielle, une agence de promotion des exportations, euh, il est important pour vous de pouvoir soutenir vos membres, vos entreprises qui vont venir exposer avec vous. Parce que c'est important de mettre en avant votre pays, c'est important de mettre en avant aussi votre secteur. Le secteur de l'agroalimentaire, que vous êtes, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, etc. Pas seulement les entreprises. Comment on peut faire ça? Par exemple, là, nous, on avait créé un catalogue sur le secteur de l'avocat au Kenya pour donner des informations. Pourquoi? Parce que c'est toujours des informations très importantes justement pour la promotion de votre secteur et aussi pour pouvoir donner ces informations aux acheteurs. Parce que vous connaissez votre secteur, vous connaissez l'importance de votre secteur, mais eux, ils connaissent peut-être moins. Donc ça, c'est toujours un bon outil de promotion à créer. Alors, ça peut être papier, de nos jours, ça peut être avec un QR code. Voilà. L'idée, c'est
de faire pour promouvoir vos exportateurs qui sont là avec vous, de faire une fiche exportateur par personne, une fiche de renseignement. Voici un exemple qu'on avait fait pour un exportateur du Kenya et on avait créé ce catalogue. N'oubliez pas que de nos jours, les acheteurs vont, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux pour vérifier les informations que vous donnez. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre si vous avez des outils de promotion, que ce soit les mêmes contenus, le même graphisme, voilà, que ce soit professionnel sur toute votre gamme d'outils de promotion. Parce que justement, avec ces nouvelles foires virtuelles, de plus en plus, les acheteurs, alors que ce soit n'importe quel réseau, hein, LinkedIn, Facebook, etc., vont utiliser ces moyens pour vérifier votre professionnalisme, les produits que vous faites, etc. Donc, si vous êtes une association ou un organisateur de groupe, mon conseil serait, comme toutes les foires ont leurs propres règles, leurs propres demandes, c'est vraiment de former vos membres le plus possible par rapport à l'utilisation des outils qui sont donnés par ces foires. Maintenant, on passe à la phase planning, répartition du temps. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois le faire? Et quelles sont les décisions importantes? On va dire que, comme on avait dit, une foire, ça ne se prépare pas la veille pour le lendemain. Euh, c'est un travail un peu de longue haleine. Euh, il faut se fixer les objectifs. Ça, c'est ce qu'on s'était dit. En disant, quelle est la bonne foire pour moi? Est-ce que je veux aller à une foire pour trouver des clients? Est-ce que je veux aller à une foire pour lancer un produit? Est-ce que je veux aller à une foire pour renforcer et rencontrer mes clients existants? Voilà, ça, c'est les objectifs auxquels vous devez réfléchir, qui vont vous permettre de vous dire, OK, cet événement-là, cette foire-là, euh, ça, c'est l'aspect renseignement. Renseignez-vous sur l'événement. C'est ce qu'on a vu. Combien il y a de visiteurs, combien il y a d'exposants, d'où ils viennent. Est-ce que ce sont vraiment des acheteurs? Donc ça, c'est cette partie un peu de définition d'information, de recherche d'information. Maintenant, votre budget. Estimez votre budget. Faites attention parce que être exposant à une foire, c'est pas seulement acheter l'espace et faire construire un stand. Vous avez des prix additionnels, des coûts supplémentaires. Là, je vous ai donné un vrai exemple de budget d'une entreprise qui a un tout petit stand, hein, 16 mètres carrés, au Cial à Paris. Et vous voyez tout de suite que les montants sont très importants. Euh, donc, travailler le budget en avance, c'est très important pour se dire, OK, qu'est-ce que ça va vraiment me coûter quand je mets tous les coûts de transport, les coûts d'envoi d'échantillons, les coûts de la foire. Est-ce que j'ai besoin de louer un matériel spécifique à une foire? Est-ce que j'ai besoin d'un congélateur, d'un frigo, d'une télé? Tout ça, ça rajoute des coûts. Euh, alors ensuite, il faut bien sûr que vous fassiez votre réservation de stand. Donc, on va dire, le conseil, c'est au plus vite vous réservez, déjà, au mieux vous avez peut-être une possibilité d'avoir un meilleur emplacement. Des fois, certaines foires, si vous réservez tôt, vont vous donner un prix un petit peu réduit. Voilà, faites attention à ça. Au point de vue de comment vous pouvez réserver, généralement, ça se fait en ligne. Tout simplement. Donc, suivant la foire, la Fiara, c'est pas en ligne, par exemple, au Sénégal. Vous les contactez, ils vous envoient un email. Et là, c'est à droite l'exemple. Pour d'autres foires, vous allez réserver et vous allez faire votre pré-demande de réservation
en ligne. Attention, les grandes foires, il y a des problèmes de disponibilité parce qu'elles sont remplies très, très facilement. Mais ça dépend de la foire. Et pareil, c'est une discussion qu'il faut avoir avec les organisateurs de la foire. Maintenant, on est à 6 à 9 mois avant la foire. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sélectionner le type de stand que l'on veut. Les foires vont vous proposer des modules de stand comme à gauche qui sont déjà préconstruits. Donc, si vous êtes une entreprise, vous avez un petit stand, peut-être que ça vous suffit. Vous avez des chaises, une table, vous pouvez mettre le graphisme de votre entreprise. Voilà. Si vous êtes un groupe, par exemple, comme l'image sur la droite, là c'était un stand qu'on avait fait pour le Kenya. Vous voyez, on peut adapter euh, le, on peut adapter suivant tout ce qu'on veut. Le problème, généralement, c'est le budget. Euh, mais voilà des exemples. Et c'est ça auquel il va falloir réfléchir. Par exemple, vous avez, ça c'est une foire en Europe qui s'appelle Fruit Logistica, qui fait du fruit et légumes frais. Et ben, ils vont vous proposer différents types de stands déjà préconstruits. Vous voyez, à différents prix, suivant ce qu'ils appellent le modèle basique, classique, etc. Donc, suivant vos besoins, suivant votre budget, vous pouvez leur dire, je veux ça, et c'est eux qui construisent le stand pour vous. Après, vous pouvez très bien utiliser votre propre constructeur de stand. Ça se fait beaucoup. Peut-être qu'il sera moins cher. Il faut comparer les prix. Mais ce qui est très important, c'est penser à la structure de votre stand et aussi penser au design. Quand vous voyez des stands comme ça, vous vous posez la question, en tout cas moi je me pose la question, de me dire, OK, ils ont dépensé des milliers d'euros ou de dollars, mais qu'est-ce qu'ils vendent? À gauche, l'entreprise Onyx Maquis, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose, c'est des produits pour la course, le sport? À droite, ok, je pense que c'est pour du poulet, mais c'est pas très clair. À gauche, en fait, c'est pas quelque chose de sport, c'est quelque chose pour protéger des pirates informatiques. Mais si vous connaissez pas la marque, vous comprenez pas ce qu'ils font. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le foot traffic dans les foires, c'est-à-dire les gens qui sont là, qui spontanément pas se promènent, mais je veux dire sont dans la foire. Il faut que en un clin d'œil, ils comprennent facilement, tout de suite, ce que vous vendez et d'où vous venez. Par exemple, là, on a fait un stand sur le Kenya. On voit tout de suite que c'est le Kenya. On voit qu'ils vendent de l'avocat. On voit qu'ils sont là pour vendre des petits pois. Ça, c'est clair. Quand vous choisissez le design de votre stand, il faut que le message soit clair. Et utilisez l'anglais si c'est une foire internationale. Ce stand-là, il est très beau. Il a sûrement coûté 50 000 dollars. Mais si vous ne parlez pas allemand, eh ben, vous ne savez pas ce qu'ils vendent. Et encore, moi, je parle allemand et ça dit dans le moment exact, toujours près de soi, mondial. Voilà. Même en parlant allemand, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Peut-être que c'est une entreprise de voyage, peut-être que je ne sais pas. Donc, c'est très important. Maintenant, vous allez booker votre stand, soit par email, comme on a vu, soit par Internet. Ensuite, les organisateurs de la foire vont revenir vers vous et ils vont vous donner des propositions d'emplacement. C'est ce qu'ils appellent une offre de placement. Donc là, à gauche, vous voyez, dans le cadre vert, ça, c'est une entreprise qui a eu son offre de placement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention parce que il faut regarder où est situé votre stand. Quels sont vos voisins? Est-ce que c'est votre concurrent direct? Est-ce que vous êtes bien situé? Est-ce que vous êtes situé près d'une entrée ou est-ce que vous êtes situé près des toilettes tout au fond de la foire? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez revenir vers les organisateurs de la foire et vous pouvez négocier avec eux.
en disant, non, écoutez, c'est pas terrible, je préférerais une autre localisation. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et ça, si vous avez booké, si vous avez pris votre stand tôt, il y a plus de possibilités de faire ça. Si vous arrivez à la dernière minute, il y aura moins d'options de faire ça. Et l'emplacement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très important. Voilà, je suis allée dans une foire il y a 3 mois et cette entreprise, Linéage, là, qui fait alors c'est déjà pas clair ce qu'ils font, mais ils font du transport. C'était le pire emplacement qu'ils pouvaient avoir. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là que j'ai entourés en jaune, en fait, c'est une queue. C'est la queue parce que le stand juste à côté d'eux donnait de la nourriture gratuite. Donc, en fait, leur accès à leur stand était complètement bouché par les gens qui faisaient la queue pour aller avoir de la nourriture gratuite. Donc, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est le résultat de votre stand. Si vous pouvez, le conseil, c'est de construire le plus haut possible. Vous voyez là sur le stand Kenya, il y a une partie supérieure au stand qui permet de voir de loin. En bas à gauche, vous avez un espèce de bloc qui pend au-dessus du stand pour qu'il y ait une extrême bonne visibilité. Et quand on est dans un hall de foire où il y a 20 000 personnes et 40 stands ou 100 stands, le fait d'avoir une visibilité en hauteur, ça vous permet, les acheteurs peuvent vous trouver de suite. Maintenant, en tant qu'exportateur, vous pouvez quand même vous différencier et vous mettre en avant, même sur un pavillon de groupe, un stand de groupe. Par exemple, là, on avait fait un stand de groupe pour les mangues du Sénégal. Bon, eh ben, les exportateurs du mangue du Sénégal, vous voyez que malgré tout, qu'ils soient sur un groupe avec 20 exportateurs, ils ont leur propre espace. Il y a un espace qui est labellisé avec leur nom, avec leur marque, avec leur nom de l'entreprise. Donc, on peut quand même se différencier. On peut quand même bien mettre en avant son entreprise, même si on est sur un pavillon de groupe. Maintenant, vous avez choisi le design. Faites attention aux fournisseurs obligatoires. C'est-à-dire que dans les foires les organisateurs vont peut-être vous obliger à passer par certains de leurs fournisseurs de services pour l'eau, l'électricité, le gaz, l'accès à Internet. Et ça, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de prendre ces services via la foire, qui sont sûrement plus chers que si vous l'avez pris indépendamment. Mais vous ne pouvez pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez choisir. Après, vous avez les fournisseurs où là, on est dans les extras, les nice to have, où là, il n'y a aucune obligation. La foire va vous en proposer parce que, évidemment, c'est cher et ils font de l'argent dessus. Euh, Quel genre de extra vous voulez pour votre stand? Il n'y a pas d'obligation. C'est juste, voilà, vous pouvez, ça c'est des extras qu'on trouve dans des foires, dans de l'agroalimentaire, pour attirer l'esprit, attirer l'œil des acheteurs pour qu'ils viennent au stand. Après, soyons honnêtes, des objets de promotion les moins chers et les plus efficaces, c'est généralement la dégustation de votre produit. Vous pouvez faire ça. On encourage de faire ça pendant les foires. Il faut juste planifier. Il faut juste planifier par rapport au nombre d'échantillons. Qu'est-ce qu'on va prendre comme échantillon, etc. Maintenant, les foires aussi vous proposent ce qu'ils appellent des sponsoring, des promotions, où vous pouvez mettre votre marque sur les grands panneaux en arrivant à la foire, dans les aéroports, dans les transports publics. Voilà, vous avez là, de toute façon, toutes les options sont là, mais par contre, elles ont un coût. Alors, est-ce que cette promotion supplémentaire elle n'est pas obligatoire, mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que on est là pour promouvoir un produit, un secteur?
Il y en a qui vont très loin, hein. L'image de droite, c'est vous avez même de la promotion aux toilettes. L'image du milieu, là, on est plus sur un produit. Et l'image de gauche, la grosse poire, on est plus sur un secteur. Voilà. Ça, c'est des options qui sont ouvertes à vous quand vous exposez. Faites attention, généralement, elles sont très chères. L'intérêt de la chose, honnêtement, il est assez moyen. Donc maintenant, on est à 6 mois de l'événement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut commencer à organiser votre voyage, à réserver vos hôtels, à regarder vos billets d'avion. Est-ce que vous avez besoin de visa pour voyager dans ce pays? Si vous avez besoin de visa, les foires, généralement, ont un service qui vous donne, en tant qu'exposant, ils vont vous donner une lettre pour faciliter l'obtention de votre visa. Donc, n'oubliez pas de contacter votre foire par rapport à ça. Ensuite, il faut bien sûr préparer tout ce qui est matériel de promotion pour la foire. Qu'est-ce que je vais emmener? Est-ce que j'emmène des brochures? Est-ce que j'emmène seulement des cartes de visite? Quel type de produit je vais emmener avec moi? Combien j'emmène avec moi? Euh, les outils de promotion pour dire, et ça c'est très important, pour dire je vais à la foire. Euh, tout ce qui est social media, vous pouvez les utiliser quel que soit. Si vous utilisez Instagram, utilisez Instagram. Si vous utilisez LinkedIn, utilisez LinkedIn. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Toute publicité est une bonne publicité. Après, vous pouvez faire des choses assez simples. Les foires, des fois, vous créez des outils gratuits pour faire des signatures. Ça, c'est des signatures d'email que j'avais, moi, sur mes emails pour promouvoir différentes foires, différentes délégations. N'oubliez pas, n'oubliez pas, euh, vous avez choisi l'espace, vous avez choisi le constructeur de votre stand. Qu'en est-il du graphisme de votre stand? Est-ce que c'est le constructeur qui va le faire? Est-ce que c'est vous qui vont le faire? Euh, regardez, je veux dire, ça, c'est un tel gâchis d'argent. Ça, c'était une foire où j'étais il y a 2 mois. Ils ont payé probablement 15 000, 20 000 dollars pour être là. Il n'y a rien. Il n'y a personne, il n'y a pas de graphisme, on ne sait pas ce qu'ils vendent. Donc, c'est important de faire attention à ce genre de détails. Un design simple et efficace attire tout de suite l'œil de, des acheteurs. Ça, c'est un stand physique. Vous pouvez faire la même chose sur un stand virtuel. Donc, assez facilement, quelques photos, quelques logos vous permettra de mettre en avant votre entreprise. Euh, Quand on est à 2 à 3 mois avant la foire, il faut se poser la question par rapport à... La foire va vous proposer des visiteurs, des tickets visiteurs. Il y a une différence entre ticket exposant et ticket visiteur. Peut-être qu'elle va vous donner 20 tickets visiteurs. À vous de partager ces tickets visiteurs à vos acheteurs ou à des prospects en disant, venez, j'expose à la foire, etc. Venez me voir, on discute, venez voir mes produits, c'est important. Ça fait partie de la promotion. Quand je vous parlais des social media, n'hésitez pas à suivre vos acheteurs ou à suivre les entreprises sur social media. Ça, c'est un exemple. Je suis des acheteurs de produits agroalimentaires en Europe. Quand ces acheteurs vont à des foires, eux aussi, ils font de la pub. Vous voyez à gauche, c'est une entreprise qui s'appelle Keula, qui est un grand importateur suisse de produits exotiques. Ils disent, ah, on se rencontre à Berlin, qui était le lieu de la foire. Et là, vous avez, alors ils ont mis une photo rigolote dans leur voiture, mais ce qui est important pour vous, c'est que vous avez le nom de tous les acheteurs. Pareil, à droite, c'est une entreprise qui fait de l'import de fruits exotiques en Europe. Et il dit, je vais à la foire, venez, on se rencontre. Et là, il vous donne son email, son téléphone. Même chose pour cette entreprise-là. Donc, n'hésitez pas à suivre vos acheteurs, à suivre les compagnies qui vous intéressent, parce que bah, peut-être voilà, qu'ils vont faire des posts comme ça en disant ils font de la pub parce qu'ils vont à la foire
et vous pouvez très bien les contacter en disant, ben, j'y serai aussi, rencontrons-nous. Au point de vue des foires, vous allez avoir à remplir ce qu'on appelle un profil exposant, que ce soit une foire virtuelle ou une foire physique, c'est la même chose. Donc là, il va falloir mettre le nom de votre entreprise, les produits, etc. Maintenant, faites attention parce que généralement, on délaisse un petit peu cet aspect-là, mais il est très important parce que moi, si je suis un acheteur, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur la liste, le catalogue des exposants pour voir quelle entreprise je veux rencontrer pendant la foire. Si votre profil exposant, il ressemble à ça, c'est pas terrible. Ah, il n'y a pas d'information, c'est pas génial. Par contre, voilà la concurrence. Et vous voyez que sur des profils exposants, on peut mettre des photos de vos produits, vous pouvez même mettre des vidéos, vous pouvez même mettre le lien vers vos social media, vers votre page web si vous en avez une. Donc, ne sous-estimez pas cette étape-là. Elle est très importante. Pensez aussi à la décoration de votre stand. Euh, Qu'est-ce que je vais amener comme échantillon? Comment je vais le présenter? Voici d'autres exemples de social media, de posts. Vous voyez que les acheteurs, les exportateurs, on va dire 2 à 3 mois avant la foire, mais vraiment un mois avant la foire, vont bombarder les réseaux sociaux avec le fait qu'ils y seront et venez nous voir, etc. Ça, c'est des exemples que moi j'ai fait pour une délégation en Guinée où on était là pour promouvoir de l'ananas. C'est très simple, une photo, venez nous rencontrer, on sera à cette foire-là, c'est efficace et c'est toujours de la bonne et gratuite publicité. En parlant d'outils de promotion, pensez à vos cartes de visite. Pensez à des cartes de visite qui soient de bonne qualité. Euh, je ne parle pas de la qualité, bon, qualité du papier, mais je parle de la qualité du contenu. Vous voyez, en haut à droite, faire une carte de visite rouge avec une police blanche, ben, c'est très beau, mais on n'y voit rien du tout. Donc, des fois, pour vous donner un peu un exemple de bonne pratique, voilà, ça, pour moi, c'est un exemple de bonne pratique. Vous avez le logo, vous avez le nom de l'entreprise ou de l'association, les contacts, téléphone en format international, plus avec votre country code, etc. Et un QR code si jamais qui réfère sur votre brochure, sur votre site web, etc. Ne négligez pas non plus vos emails. Vos emails ont besoin de être professionnels. Imagine, je travaille pour une entreprise qui fait de l'huile de noix de coco. Ne donnez pas un email. Je ne vais pas faire un email qui s'appelle frédérine123plus@gmail.com. C'est pas professionnel. Idéalement, créez les emails avec le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez très bien faire contact@coconutoil.com, vente@coconutoil.com, département export, etc. Si ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas le domaine, bah, vous pouvez faire la même chose. Vous faites contact, vente, export et vous mettez le nom de l'entreprise avant. Mais pensez à votre email. Un email professionnel n'est pas un email personnel. Donc ça, c'est juste un petit truc, mais pour que ça montre votre professionnalisme, c'est toujours mieux d'avoir un email qui est en référence avec votre entreprise. Au point de vue des différentes démarches, évidemment, il faudra regarder la logistique. La logistique locale de où se trouve la foire, comment je vais à la foire, où se trouve mon hôtel. Est-ce que j'ai besoin de prendre le taxi? Combien ça va me coûter? Est-ce qu'il y a des moyens de transport autres, transport public, etc. Donc ça, il faut quand même faire des recherches avant d'y aller. Euh, un des éléments importants, c'est évidemment les échantillons. Les échantillons, c'est une question qui revient souvent. C'est combien d'échantillons je prends, comment je les prends
Alors déjà, vous ne les prenez pas avec vous en cabine. Si vous prenez l'avion, vous les mettez en soute. Euh, Est-ce que je peux prendre des échantillons? Si c'est produit frais, il y a des réglementations. Il faut poser la question, il faut avoir le but, c'est vraiment d'avoir les certificats qui vont. Si on vous demande un certificat d'origine, prenez un certificat d'origine ou un certificat phytosanitaire. Pourquoi? Parce que le risque, c'est quand vous êtes arrivé à l'aéroport, par exemple, que les échantillons ne passent pas. Donc, vous allez vous retrouver à la foire sans échantillon, ce qui est vraiment pas idéal. Euh, Quand c'est des grandes foires, ils ont des sociétés de transport professionnelles pour vous aider à envoyer vos échantillons. Utilisez-les, utilisez leurs services. N'hésitez pas à les contacter. Par contre, regardez ça bien en avant de la foire et estimez le coût. Si les échantillons, vous pouvez pas tout amener parce que vous avez une grande gamme de produits. Vous pouvez très bien amener aussi des emballages vides. Ça donnera une idée aux acheteurs de votre gamme de produits. Donc, ça, c'est un point important. Après, un autre point important, c'est de choisir la bonne personne avec qui va être sur votre stand. Est-ce que vous allez être une personne ou est-ce que vous allez être deux personnes? Ce qui est important, c'est de choisir peut-être une personne commerciale et une personne plus technique, ou deux commerciaux. Mais il faut être sûr que la personne qui va représenter votre entreprise, vous, peut-être, votre collègue, connaît l'entreprise, connaît les produits, connaît le processus, connaît la gamme de produits. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir une deuxième personne à un stand. Euh, Au point de vue des préparations de dernière minute, donc on a dit le passeport, les enregistrements, l'hôtel, etc. Prendre bien mes cartes de visite. Euh, Qu'est-ce que je dois savoir avant les foires? Et je dois avoir mon argumentaire de vente finalisé, c'est-à-dire que je dois connaître mes produits, je dois connaître mes coûts, je dois connaître mes prix. Quel matériel je dois prendre avec moi? Prenez une agrafeuse. Comme ça, vous pouvez agrafer les cartes de visite à votre support de soutien, à votre support de comment capturer les contacts. Prenez, si vous allez avoir des échantillons pour faire des dégustations, prenez des petites assiettes, des petites serviettes pour pouvoir faire la dégustation, des petits souvenirs, etc. Euh, Ce qui est important aussi, c'est de nos jours, c'est les QR codes. Les QR codes, comme là, vous pouvez les créer gratuitement sur Internet. Parce que quand on a 2 jours, 3 jours, 4 jours de foire, peut-être qu'on ne peut pas prendre assez de brochures. Et généralement, au bout de 3 jours, on n'a plus de brochures et on n'a plus de carte de visite. Donc, n'hésitez pas à créer ces QR codes sur votre entreprise. Là, c'est un exemple un peu extrême. C'est un stand du Chili à une foire en Europe où eux, ils ont fait zéro brochure, zéro business card, zéro indication des noms des entreprises. Tout était avec le QR code. Mais voilà, c'est devenu de nos jours un bon moyen pour pouvoir, plutôt que griffonner sur un bout de papier votre email, c'est pas terrible. Les derniers jours, et même les premiers jours, prenez des QR codes. Tout le monde les utilise de plus en plus et c'est gratuit sur Internet pour en créer un. Maintenant, si c'est une foire virtuelle, très rapidement, bon, bah alors voilà. On est à quelques jours de la foire ou quelques heures de la foire. Faites attention que tout ce qui est équipement informatique soit à jour. Quand vous avez vos meetings, soyez dans un environnement professionnel, pas bruyant. Faites attention à ce qui est derrière vous. Euh, c'est important, ne faites pas le meeting depuis une voiture, etc. Donc, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça montre votre sérieux par rapport au meeting que vous allez avoir. Au point de vue des types de questions que les acheteurs vont vous poser.
C'est ça qu'il faut préparer comme réponse. Si vous préparez les réponses à ces 10 questions-là, vous aurez répondu à 90% des questions que vous allez recevoir pendant la foire. Si vous faites de la transformation, ça, c'est quelques questions supplémentaires par rapport à votre capacité de transformation, par rapport à vos équipements, par rapport à votre délai de fabrication. Maintenant, on a passé 6, 9 mois, etc., à préparer cette foire. Pendant la foire, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Pendant la foire, il y a trois façons. La chose la plus importante, c'est de capturer les données des acheteurs que vous allez voir, des acheteurs que vous allez rencontrer. Parce que vous allez peut-être passer 4 jours, 5 jours sur une foire. C'est impossible au bout du cinquième jour de se souvenir de la discussion qu'on a eue le premier jour parce qu'on voit tellement de gens. Donc, d'où la graffeuse. Vous pouvez avoir un petit carnet, vous agrafez votre carte, la carte de visite de votre acheteur, vous écrivez les quelques points sur lesquels vous avez discuté et surtout les prochaines étapes. Euh, Ça, c'est une fiche de contact que l'on fait pour nos exportateurs où on va dire les informations essentielles sont là. C'est pour aider les exportateurs à se souvenir des questions qu'il faut qu'ils posent. Et après, pareil, vous agrafez la carte de visite de l'acheteur et vous gardez ça comme pour faire votre suivi après la foire. Pendant le salon, vous aurez des fois des foires qui vous proposent une app, une application où là, vous pourrez scanner justement ces fameux QR codes. Les visiteurs ont un QR code sur leur ticket d'entrée. Euh, oui, très bien, attention. Attention dans le sens où c'est pas tout à fait au point. Et à la fin, ils vous disent, vous inquiétez pas, on vous envoie un document, un Excel, un Word avec toutes les données. Ça marche moyennement. Donc pour moi, le papier et le crayon restent quand même les meilleurs outils les plus sûrs pour se souvenir et pour capturer les discussions que vous avez eues avec les acheteurs. Euh, Au point de vue des vêtements, qu'est-ce que je porte? Euh, D'accord, c'est bon. Qu'est-ce que je porte pendant une foire? Est-ce que je porte mes habits traditionnels? Alors généralement, oui, c'est possible. Peut-être que le premier jour, vous avez l'ambassadeur qui va venir à la foire. Après, est-ce que je peux porter un uniforme? Si votre entreprise a un uniforme, des t-shirts. Bon, l'exemple à gauche, c'est des uniformes, mais ils ont l'air un peu ridicules quand même, ces messieurs en violet. Euh, les messieurs en bas, là, les trois messieurs en bas, je les ai vus ça pour la première fois, c'est malin. En fait, ils ont cette espèce de carton sur eux pendant toute la foire et ils sont des producteurs de fraises et ils cherchent des acheteurs. Et ça leur dit, le carton, il dit, nous cherchons des acheteurs de fraises. Voilà. Alors, vous avez un peu tout. Ce qui est important de se dire, c'est il faut faire attention à la norme culturelle de la foire et il faut surtout être confortable. Les chaussures à talons pour les dames, généralement, c'est très compliqué parce que les journées sont très, très longues. Donc, voilà, soyez business, mais soyez aussi confortable. Maintenant, pendant la foire, qu'est-ce que je dois faire? Chaque jour, si j'ai des rendez-vous que j'avais pris avec des acheteurs, envoyez-leur un petit email la veille. Quand on est sur une foire, c'est tellement facile on se dit j'ai rendez-vous à 10 heures, mais les rendez-vous sont en retard, etc., d'oublier. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un petit email de rappel. Ce qui est important aussi, c'est de se dire quel genre de rencontre je vais faire à des foires. Les trois quarts du travail que vous devez faire, c'est aussi en amont de la foire, et c'est pour ça, avant la foire, c'est pour ça que vous faites la promotion, c'est de se dire, j'ai des clients qui y vont, on va fixer des rendez-vous. Pas de s'attendre seulement les rendez-vous spontanés qui sont là pendant les foires. Parce que vous allez trouver des acheteurs, mais
vous allez aussi trouver des fournisseurs qui viendront vous voir. Il y a des fournisseurs de machines, d'intrants, il y a la presse, il y a les concurrents d'autres foires qui vont venir vous voir. Ce qui est important, c'est euh, de savoir pour vous, votre temps, il est précieux à la foire. Vous avez que 3 jours. Vous avez dépensé énormément d'argent pour y être. Vous avez 3, 4 jours. OK. Vous voulez rentabiliser le plus possible. Donc, il faut savoir quand couper court à une conversation. Pourquoi? Parce que, ben voilà, vous ne voulez pas passer 2 heures avec quelqu'un qui va essayer de vous vendre quelque chose, une machine, un intrant, etc. Ça, vous pouvez très bien avoir cette conversation après la foire. Mais par contre, faites attention aussi quand vous rencontrez des acheteurs. Faites attention aux détails de votre conversation. Si vous ne connaissez pas cet acheteur et qu'il vous dit je veux acheter 10 containers ou 4 camions, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'ils ne vous connaissent pas, faites, voilà, soyez prudent. Soyez prudent aussi quand un acheteur vous dit ah, mais je connais très bien votre pays, je connais très bien, j'ai déjà acheté, et que vous lui posez la question mais quelle logistique, combien ça a pris de temps? Ça a pris quoi? 4 jours par camion? Ça a pris par bateau? Et qui ne sait pas. Vous pouvez vous rendre compte en tant qu'exportateur, vous savez quel type de questions votre acheteur va, va poser. Et quand vous rencontrez des gens qui se disent je suis acheteur, mais ils ne posent pas le bon type de questions, faites attention et quand vous voyez que c'est pas sérieux, coupez court à la conversation parce que peut-être que vous loupez d'autres opportunités avec des meilleurs acheteurs. Pendant les foires, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir des tables vides, des tables sales, d'avoir personne à votre stand. Ça arrive. Ah Les oui, oui, collègues, les collègues, mes excuses pour les collègues du Ghana, mais ça, c'est un stand pareil, très grand stand chaque année dans une foire en Europe. Bon, et ben là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est là pour présenter leurs produits. Ils sont en train de discuter ou ils sont sur leur téléphone. Quand on parlait aussi d'une bonne visibilité du pays et des produits, personnellement, si je ne sais pas que le slogan du Ghana, c'est Freedom and Justice et que le pays a été créé en 1957, je ne sais pas de quel pays on parle. Donc voilà, il faut construire un stand le plus haut possible avec une visibilité. Mais moi, si je suis un acheteur, j'ai besoin de comprendre tout de suite quel est le pays, quels sont les produits. Après, à la foire, pendant la foire, ce qu'il faut aller faire, il faut aller espionner la concurrence. Il faut aller voir ce que la concurrence fait. Ça, ce sont des concurrents, par exemple, pour des entreprises qui font de l'avocat. Allez voir les emballages, les nouveaux produits qui sortent, pour vous donner des idées, pour voir comment le marketing qui est utilisé, les emballages, les produits, les contenus, etc. Donc, n'hésitez pas. Pendant la foire aussi, faites attention, suivant les foires, à la fin de la foire, quand la foire est finie, il y a des coûts, des fois, hein, certaines foires, ça nous est arrivé. Si votre stand est sale ou si votre stand, il y a des emballages, etc., ils vont vous facturer. Donc, faites attention à ça. Discutez avec votre constructeur de stand pour que ça n'arrive pas. Aussi, maintenez votre présence sociale sur les réseaux pendant la foire, après la foire. Ça, c'est des exemples de après la foire pour maintenir cet intérêt, hein, et cette publicité gratuite dont on a discuté. Maintenant, un des derniers chapitres est sur le suivi. Le suivi, c'est très important. Pourquoi? Parce que étonnamment, après tous ces efforts que vous avez passés et tous ces coûts que vous avez utilisés pour exposer, seulement une personne sur deux fait le suivi. Et ça, c'est un gâchis de temps et d'argent qui est énorme. Euh, Comment on fait son suivi? Une fois qu'on est rentré, il faut débriefer son équipe. Si vous avez une équipe, si vous avez quelqu'un d'autre qui va faire le suivi, il faut organiser aussi les différents prospects, les différents acheteurs. Est-ce que c'est un business qui peut se faire immédiatement ou dans un mois ou 2 mois? Et la réponse que vous allez amener
est différente. Le mieux, c'est de créer une petite base de données. Ça peut être très simple. Ça peut être fait sous Excel pour capturer les personnes que vous avez rencontrées. Pourquoi? Parce que si vous les rencontrez une deuxième fois, vous pouvez leur dire, et ça, c'est vraiment très professionnel. Ça, c'est un exemple. J'ai rencontré cette personne, Mabel, dans une foire et je l'ai rencontrée une deuxième fois dans une autre foire. Honnêtement, je ne m'en souvenais pas. Par contre, elle est allée vérifier dans sa base de données et elle me dit, ah oui, mais en fait, on a discuté avant. On s'est déjà rencontrés avant. Et ça, c'est un exemple qui dit, ah, OK, c'est une personne qui fait son suivi, c'est une approche professionnelle du business. Après, voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez envoyer des emails de remerciement. Si vous devez travailler sur des cotations de prix export, peut-être sur les emballages, sur les échantillons. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Un petit email de suivi ou de follow-up, comme on dit, c'est très important et ça doit se faire très rapidement. Voici deux exemples. À gauche, un email de follow-up que j'ai reçu après une foire. Il n'est pas terrible. Honnêtement, il est pas, il est envoyé à tout le monde. Ce monsieur Antonio a envoyé à moi, mais à d'autres personnes. Il n'est pas personnalisé. Il a des couleurs de fonte différentes. Un coup c'est bleu, un coup c'est noir, différentes tailles. Ce n'est pas professionnel. À droite, c'est encore pire. C'est dans une langue que je ne comprends pas. C'est en italien. Faites attention. Il faut que ce soit personnalisé, il faut que ce soit dans la bonne langue, qu'il y ait un suivi. Ça, c'est un exemple de bon email de suivi. Pour moi, il y a tout dans cet email de suivi. Il y a des remerciements, il y a le lieu où on s'est rencontrés, la description de leurs produits, ils réfèrent à leur site web, ils parlent de l'emballage, ils parlent de la marque, ils parlent de volume, ils parlent d'Incoterm, de la logistique, etc. On- voilà, ça, c'est un exemple. N'hésitez pas, un suivi de foire, ça ne se fait pas que après la foire. Ça continue 6 à 8 mois après la foire. Là, vous avez la photo d'une de mes exportatrices des Philippines qui vient de me dire, j'avais rencontré un acheteur en octobre dernier à Anuga en Allemagne. Mon acheteur m'a invité à aller à une foire dans son pays. Je l'ai rencontré. On est en train de discuter échantillon. Le premier container est parti. Donc, voilà, un suivi de foire, ça ne se fait pas qu'une semaine après la foire. Euh, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et n'importe quel, tous les prétextes sont bons. Que ce soit Noël, voilà. J'ai reçu cet email de suivi pour la nouvelle année, que ce soit un anniversaire, un début de saison export. Vous créez un nouveau produit, vous avez un nouveau partenariat, une nouvelle station de conditionnement, quelle que soit l'excuse, envoyez un petit email. à s- L'acheteur se dit, ah oui, cette entreprise, je l'ai rencontrée, on est encore en contact. C'est pas parce que vous n'avez pas pu faire du business, on va dire dans les 2 mois ou 3 mois qui suivent la foire, que ce n'est pas un bon contact à garder pour après la foire, pour quand vous allez développer votre export ou vos produits. Donc, voilà un petit peu, excusez-moi si j'étais un petit peu longue, mais j'ai voulu couvrir, on va dire, les bonnes pratiques. Ça, c'est un peu un résumé des questions quand on a vu, qu'il faut se poser avant de s'inscrire à une foire. Euh, pour vous donner une idée de ces foires virtuelles, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On va dire, c'est très mitigé. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des exposants avec qui on avait fait cette première foire virtuelle avait dit, j'ai des problèmes de connexion, c'est au milieu de la nuit, mon Internet ne marche pas. Un autre tiers avait dit, bah, en fait, j'attendais que les acheteurs viennent me voir. Un peu comme une foire physique où vous avez les acheteurs qui passent devant votre stand. En foire virtuelle, ça ne marche pas comme ça. Et un autre tiers a vraiment pris des opportunités de ces foires virtuelles en disant, ça m'a ouvert des marchés que je n'aurais pas pu euh, aller directement si j'étais à une foire virtuelle. Donc ça, cet aspect virtuel, pour moi, c'est
un bon renforcement de capacité. C'est un bon premier pas. Après, vous avez vu, pas toutes les foires ne les proposent. Quand elles les proposent, il faut voir à quel prix. Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est peut-être une première étape? Euh, voilà un petit peu aussi un résumé de ce qui ne fonctionne pas ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Des raisons pour lesquelles les entreprises ont des mauvais résultats à des foires. Peut-être que le message, comme on a vu, hein, sur certains stands n'était pas clair. Peut-être que le suivi n'était pas bien fait. Peut-être qu'il n'y avait pas de promotion. Peut-être que le produit n'était pas adapté à la foire. Après, quand on est dans une foire, quand on a participé à une foire, ce qui est important aussi, c'est de mesurer l'impact de cette foire, de la mesurer au point de vue du nombre de contacts qu'on a fait, de business qu'on a fait, de ce que ça nous a coûté et de se dire, est-ce que c'était la bonne foire? Est-ce que je vais y retourner? Ou est-ce que peut-être je vais m'orienter vers une autre foire ou me recentrer sur un marché sur lequel je suis déjà? Voilà un petit peu les, les questions qu'il faut se poser par rapport à mesurer ce succès. Donc, merci de votre attention. Je sais qu'on a couvert pas mal de choses. Ne vous inquiétez pas dans le sens où, de toute façon, on partagera avec vous la présentation. On partagera avec vous aussi l'enregistrement de cette session. Donc, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs ou que vous voulez revoir après, voilà, n'hésitez pas par rapport à ça. Maintenant, Faith, on va peut-être faire une session pour répondre aux questions. Oui, oui. Il y avait des gens qui a levé les mains. C'est le moment de poser des questions maintenant. C'est ça. Non. J'ai vu, donc n'hésitez pas. Où vous voulez, si vous levez la main, si vous voulez mettre dans le chat aussi, vous pouvez poser vos questions. Euh, Vous pouvez parler peut-être aussi, partager votre expérience ou vous vous posez la question pour faire une première participation. Vous avez déjà fait des participations. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Alors, je sais que j'avais vu une main levée pendant la présentation. Je vois, comme il y a sur mon écran, je ne vois pas tous les participants parce que vous êtes nombreux. Donc, n'hésitez pas de ouvrir votre micro ou de... Blanche, il y a Blanche. Oui, Euh, alors oui, on peut Blanche, commencer vous avez par la parole. Blanche. Oui, bonjour Fred, bonjour à toutes. Je suis vraiment très contente d'avoir participé à ce webinaire. C'est vrai que nous sommes basés à Douala au Cameroun et nous faisons dans la transformation des farines locales en pâtisserie sans gluten et diététique, et notamment on a une gamme beaucoup plus de biscuits que nous faisons. Et, et justement, nous aimerions cette année, pourquoi pas, participer à une première foire internationale, notamment qui est le Ciel de Paris, qui est en fait le plus grand salon de l'agroalimentaire. Et tout ce que vous avez présenté, j'ai dit waouh, je me suis posé énormément de questions. Déjà, pour une première participation, je me pose la question de savoir, je prends un peu l'expérience avec le salon Promote qui est souvent organisé ici à Yaoundé au Cameroun. Est-ce que dans ces salons-là, lorsqu'on donne les prix de participation et autres, est-ce qu'on tient généralement compte de la taille de l'entreprise? Parce que forcément, lorsqu'on dit pour exposer, il faut payer 2 000 euros, 3 000 euros, c'est vrai, c'est pas peut-être à la taille de toutes les entreprises. Est-ce que dans ces foires-là, on tient compte de cela? Parce que si, par exemple, il faut payer 2 000 euros, il faut payer un billet d'avion peut-être à
à 1 000 euros, à 1 500 euros, il faut payer l'hébergement. Je me suis vraiment posé cette question-là. Est-ce qu'on tient souvent compte de la taille des petites entreprises pour dire, bon, voici, pour les petites entreprises, pour les PME ou les multinationales? Merci Blanche, c'est une excellente question. Absolument pas. Les organisateurs de foires ne vont pas prendre en compte que vous soyez une PME ou que vous soyez une multinationale. Pour eux, ça leur est égal. Ils vont vous vendre un espace, ils vont vous vendre une construction de stand et le prix sera le même. Après, le Cial est une des foires les plus coûteuses en Europe. Le Cial, c'est tous les 2 ans. Alors, si vous êtes au Cial Blanche, on peut se rencontrer parce que moi, j'y serai. Après, ma question pour vous, Blanche, c'est pourquoi le Cial? Pourquoi le Cial? Parce que c'est une des foires les plus coûteuses. Si vous y allez vous-même, ce sera très, très cher. Par rapport aux produits que vous avez, il y a peut-être, si vous ciblez le marché européen, il y a d'autres foires qui pourraient être intéressantes. Comme il y a une foire aux Pays-Bas qui est spécialisée sur les nouvelles tendances, ce qu'ils appellent les free from, donc sans gluten, les produits vegan, etc., qui est une foire plus petite que le Cial, mais plus spécialisée, où vous aurez des acheteurs qui seront plus spécialisés et qui auront un plus grand intérêt dans votre type de produit. Après, il faut se poser la question en se disant, je veux exporter en Europe, par exemple, dans votre cas. Est-ce que vous avez les bonnes certifications? Par exemple, au point de vue sécurité alimentaire, c'est la loi. Si vous voulez exporter vers l'Europe, vous devez avoir un système de sécurité alimentaire, food safety, dans votre entreprise. Il n'est pas obligé d'être audité, mais il doit être présent pour que vous puissiez assurer la traçabilité. Donc, par exemple, si vous voulez exporter sur l'Europe, la première chose que les acheteurs européens vont vous demander, c'est est-ce que vous avez HACCP ou ISO ou etc. Donc, faites attention à ça par rapport à votre calcul coût et retour intérêt, on va dire, client. Choisir la bonne foire et deux, de s'assurer que vous avez le volume et les certifications qui sont en adéquation avec ce que vont vous demander les acheteurs que vous allez rencontrer. Voilà un petit peu ce que j'aurais à ajouter par rapport à votre question. J'espère que ça y répond, même si la réponse est pas ce que vous espérez par rapport au prix, par exemple. Non, merci. Ça me permet en fait de voir mieux, de voir assez clairement. Et tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir pourquoi le Cial. Bon, le Cial, c'est parce que c'est le salon le plus connu dans l'agroalimentaire. Vous avez évoqué une autre fois dont je ne connais pas, je connais pas l'existence, mais ça m'aiderait vraiment d'avoir l'information aussi, de savoir que ça existe et comment y participer. Donc, je serais vraiment très heureuse de participer. Le CIAL, c'est plus connu en fait. Je suis inscrite dans la newsletter, pardon, pardon. Je reçois des informations constamment là-dessus. Donc, c'est Oui. pourquoi je suis focalisée un peu là-dessus. Je comprends, mais je comprends que leur newsletter est très attrayante. Mais voilà, c'est un choix. Il faut que votre entreprise soit prête par rapport aux certifications au volume. Et c'est un choix très cher. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est le choix le plus connu, on va dire. Mais je vais vous trouver le nom de la foire dont je parlais. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. L'autre question, c'est Marie-Rose. Vous avez la parole. OK. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai été très, très bien servi ce matin. Merci pour le partage et ça tombe vraiment à pic. On se pose beaucoup de questions avant, pendant et après.
et ça nous permet de mieux nous préparer. Ma question, c'est par rapport aux dégustations. Si on va une fois, parce que je suis dans l'agroalimentaire, la transformation, si on va à une foire et puis on a prévu de faire la dégustation, on l'a fait tout au long de la journée. Si par exemple la foire dure 5 jours, une semaine, tout au long de la journée, pendant les 5 jours, les 7 jours de la foire, c'est quand même un sacré package qu'il faut prévoir à ça. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport aux dégustations? Ça est là tout le temps bien, on le fait à des heures. Il y a des techniques par rapport pour capter vraiment ceux qui sont intéressés. Bref, c'est par rapport à la dégustation. Quelle est l'astuce pour vraiment faire connaître le produit à travers la dégustation et surtout quand on veut vendre sur place? Merci Marie-Rose. Oui, oui, c'est une très bonne question. La question des échantillons revient tout le temps de se dire combien j'en prends, qu'est-ce que je prends. Si c'est une foire où vous pouvez vendre sur place, euh, j'allais vous dire, vous pouvez, oui, il va falloir prévoir la dégustation pendant toute la durée de la foire. Si c'est une foire où c'est du B2B, ce sont des acheteurs. Là, vous pouvez un petit peu, on va dire, réduire dans le sens où, en premier, vous discutez avec la personne. Parce que si vous avez de la nourriture sur le stand, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont venir. Mais toutes les personnes ne sont pas des acheteurs. Donc, si c'est une foire B2B où vous ne vous pouvez pas vendre directement, mais là, vous êtes avec des importateurs, des acheteurs, des industriels, etc. Mon conseil serait, vous discutez d'abord en disant, OK, est-ce que c'est un acheteur ou c'est juste quelqu'un qui se promène? Et si c'est vraiment un acheteur, vous lui faites goûter votre produit. Aussi, une autre astuce, c'est de faire des petites quantités. Je ne sais pas quel est votre produit, Marie-Rose, mais de faire déguster seulement des petites quantités. Parce que, comme vous dites, si j'ai 5 jours de foire, ça m'oblige à prendre beaucoup d'échantillons. Donc, voilà, si vous avez vos produits sur place, euh, ça dépend de vos produits. Qu'est-ce que vous vendez, Marie-Rose, comme produit? Oui, je fais la tomate, les concentrés de tomates, les sauces tomates. D'accord, d'accord, d'accord. Les concentrés de tomates, tout ce qui est sauce tomate, généralement, quand c'est des dégustations, par exemple, enfin, je sais qu'en Europe, ceux qui vendent ça, ils vont faire goûter avec un petit peu de pain à côté. Donc, il faut prévoir un petit D'accord. peu quelque chose parce qu'un concentré de tomates, c'est un peu compliqué à manger cru, on va dire, tout seul. Euh, voilà. Si vous avez des échantillons, par exemple des petits pots de concentré de tomates, etc., mon conseil, c'est vous ne les donnez que aux personnes qui sont vraiment des acheteurs, pas aux touristes, entre guillemets, qui sont là. Et comment vous définissez ces personnes-là? En discutant avec elles, en voyant s'ils achètent, si c'est des vrais acheteurs, s'ils importent, qu'est-ce qu'ils importent, etc. Voilà un petit peu. Et puis, si à la fin de la foire, vous n'avez plus assez d'échantillons, vous avez vos brochures, vous avez peut-être des emballages vides pour montrer aussi quel type d'emballage vous faites. Euh, Ce qui est important, c'est d'arriver au moins d'essayer de tenir, on va dire, les 3 quarts de la foire avec des échantillons. On a une question de Stéphanie. Il y a Monte, je ne sais pas comment vous dites, Oui, je Monte. crois que c'est Stéphanie Monte qui a levé la main Oui, aussi. Et après, je ferai les questions. Il y oui, a des questions dans le chat aussi. oui. Stéphanie, vous avez la parole. Vous pouvez poser la question.
Alors, je vais peut-être prendre une question dans le chat par rapport avant Madame Stéphanie, le temps qu'elle se connecte. On a une question de Madame Marie-André Tal qui dit, d'après mon expérience, il est important d'identifier en amont les acheteurs potentiels et d'avoir fait des échanges de mails et de les inviter à vous rencontrer à votre stand. Je suis mais 1000% d'accord. Et ça, ce sera vraiment le succès de votre participation à la foire. Si vous allez à la foire et que vous attendez que ça se fasse un peu magiquement, vous aurez des bien moins bons résultats que c'est pour ça que on dit il faut faire la promotion, faire l'information que vous allez à la foire avant, contacter vos acheteurs, contacter vos prospects, etc. Poster sur les social media. C'est tout à fait ce qu'il faut faire en effet, Madame Tal. Ah, je crois que Madame Stéphanie, on a un problème par rapport. Madame Stéphanie, si on ne vous entend pas, vous pouvez mettre votre question dans le chat. Euh, Ah, mais je crois que vous avez déjà mis. Oui, vous vouliez des informations sur les foires virtuelles. Donc voilà. Pourquoi j'ai insisté sur les foires virtuelles dans la formation? Parce que c'est le développement du secteur. Parce que vous allez avoir dans les années à venir, suivant par exemple pour les grandes foires africaines, vous allez avoir cet aspect virtuel où vous pourrez vous connecter et il faudra, pareil, analyser est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que le prix qu'ils me demandent par rapport à ce que je vais en retirer, ça vaut la peine? Est-ce que ça peut être quelque chose d'une première expérience? On a dit qu'une première expérience, ça peut être d'y aller en visiteur. Ou est-ce que ça peut être une première expérience en disant, ben voilà, je fais cet aspect virtuel et puis je vois si c'est concluant. Mais ça ne sera concluant que, comme ce qu'il disait Madame Tal, si vous faites le travail en amont de contacter des acheteurs. Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette formation sur les foires parce que c'est un petit peu l'avenir et on va dire, c'est ce qui est resté du Covid, hein, où le monde s'est arrêté, les gens ne pouvaient plus voyager. Et donc, les organisateurs de foires ont trouvé cette nouvelle méthode, nouvelle façon, où ça s'est accéléré, de se dire, on peut quand même participer à une foire depuis chez soi. Voilà un petit peu. Allô? Peut-être, oui, oui, Madame Est-ce que Stéphanie, on vous... vous entend. Oui, on vous Ok, entend. ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour à vous et merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. J'ai appris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait des erreurs, surtout lorsqu'on veut participer à une foire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait des erreurs. Moi, je représente AgroTrade et nous faisons dans les épices et puis aussi le porc fumé. Et c'est très difficile lorsqu'on participe à des fois euh, de faire, vous m'écoutez, Oui, oui, de oui. faire les dégustations de notre poivre porc fumé et aussi des épices. Et je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez nous aider, les conseils que vous pouvez me donner pour que je puisse, parce que je me sens souvent très, très mal de voir que je n'arrive pas à faire des dégustations, je n'arrive pas, peut-être il faudrait que je fasse peut-être un mets ou quelque chose comme ça. Vraiment, j'aurais besoin de beaucoup d'informations que vous pouvez me donner par rapport à cela. Parce que quel est le problème que vous avez rencontré, Madame Stéphanie, quand Le vous pro- voulez faire des dégustations? C'est parce que vous aviez pas assez de produits, vous saviez pas comment le présenter. Quel était le problème en fait? On a la présentation, mais le problème, c'est que on veut se rendre à une foire, on ne va pas nous dire si est-ce que arrivé sur place, on aura par exemple des réfrigérateurs, des quelque chose comme ça sur place qui peuvent nous aider pour pouvoir présenter nos produits. Voilà la difficulté. D'accord. Alors, vous pouvez vous dire que si vous n'avez pas commandé de réfrigérateur ou d'appareil de cuisson avant la foire, ils ne seront pas sur la foire.
parce que ça, c'est quelque chose que les organisateurs vont vous faire payer extra en plus. Donc, si je ne sais pas si vous organisez en direct, je ne sais pas si vous organisez à travers une association, une agence de promotion qui vous aide. Si la commande de ces matériaux, de ces équipements n'a pas été faite 3 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, suivant la foire, vous ne l'aurez pas sur place. Alors après, ce qu'il faut faire la prochaine fois que vous allez à une foire, si c'est vous qui organisez, eh ben, vous contactez l'organisateur en leur disant, j'ai besoin d'un réfrigérateur, j'ai besoin d'un congélateur, j'ai besoin d'une plaque de cuisson. Est-ce que vous pouvez me la fournir? Combien ça coûte? C'est par rapport, c'est plus de la planification en fait, en se disant, ne vous attendez pas à ce que ça, c'est sûr, ça n'y sera pas si vous ne l'avez pas commandé, si vous ne l'avez pas planifié. Merci. Je vous en Merci bien. prie. On a Madame Farouja qui a levé la main. Oui, bonjour à toutes et ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment pour toutes ces précieuses informations. Et voilà, moi, étant présidente d'une association des femmes rurales, donc j'ai participé dans l'organisation et le déroulement des foires au niveau local. Et là, aujourd'hui, je confirme je n'avais aucun bagage et j'ai commis plein d'erreurs. Mais actuellement, avec cette formation, j'espère bien me lancer un nouveau départ avec beaucoup de réussite. Si vous me permettez, j'ai deux petites questions. Est-ce que vous pouvez nous assurer des formations en plus, comme par exemple créer des, euh, des boutiques en ligne euh, pour participer dans des foires virtuelles? Et voilà. Et concernant les produits bio, comment les faire certifier et quel organisme à qui s'adresser pour certifier nos produits bio? Merci. Merci, Madame Farouja. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Je veux dire, moi aussi, hein, j'ai fait des erreurs dans les participations de foires, c'est avec l'expérience et on se dit. Donc, ça, c'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'on est là. Par rapport à votre première question, pour créer une boutique en ligne, pour participer à une foire virtuelle, vous n'avez pas besoin de créer une boutique en ligne. Tout ce que vous avez besoin de faire pour participer à une foire virtuelle, ça peut être très, très simple. C'est simplement les informations de votre entreprise, de votre association. Si vous avez une brochure, vous le téléchargez, la brochure. Si vous avez un logo, vous téléchargez votre logo et c'est fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une boutique en ligne. Vous avez une carte de visite virtuelle, en fait, qui a été créée pour vous et les acheteurs vont pouvoir voir votre carte de visite virtuelle et vous allez avoir les contacts des acheteurs et vous allez pouvoir échanger. Par rapport à votre deuxième question sur le bio, donc là, on n'est pas tout à fait dans le sujet, mais il n'y a pas de souci. Sur le bio, donc, eh ben, vous avez alors, ITC a des outils gratuits en ligne, dont un outil qui s'appelle Standards Map, qui va comparer tous les standards. Parce que quand vous faites une foire, ça peut être pour le marché national, mais ça peut être pour l'export. Et l'export, les premières questions qu'ils vont vous poser, c'est quelles sont vos certifications? La certification bio, par exemple, le HACCP dont on a parlé. Donc, vous pouvez aller sur cet outil et ça vous donne quel est le contenu d'une certification bio. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre le niveau d'avoir une certification bio. Et ensuite, il faut trouver un auditeur. Vous êtes en Algérie, vous avez, voilà, vous avez des entreprises d'audit en Algérie. Si vous ne l'avez pas dans votre propre pays, il y en aura dans les pays de la sous-région où ils vont venir chez vous et ils vont auditer. Attention,
une certification bio pour passer du conventionnel au bio, suivant votre pays, suivant les traitements qu'il y a eu sur les champs, etc. Ça peut durer entre 1 an et demi à 3 ans. Donc, voilà le processus. Après, si vous voulez vous renseigner sur la certification bio, quand on partagera la présentation, je vous le mets quand même dans le chat. On pourra vous mettre, voilà, ça c'est le nom de l'outil en ligne qui est gratuit pour toutes les questions que vous avez par rapport à la certification. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Alors attendez, je vais peut-être aller dans le chat parce qu'il y a des questions. Ok, donc on a une question de Madame Bibiane du Tchad. Concernant les stands, est-ce qu'ils sont posés par catégorie? On peut choisir où mettre son stand. C'est une bonne question. Les stands, en fait, les organisateurs, ça dépend. Il faut vous dire que chaque organisateur a ses propres règles. Mais la logique veut que soit les organisateurs, ils organisent les exposants par produit. Par exemple, Marie-Rose nous a donné l'exemple du Cial à Paris. Le Cial, vous avez tout un hall qui est dédié aux produits laitiers, tout un hall qui est dédié aux produits de la viande, euh, tout un autre aux produits biologiques. Donc, les organisateurs, des fois, ils organisent les halls, hein, là où vous avez 100, 50, 20 exposants, suivant la taille de la foire, par produit ou alors des fois, vous avez des halls, ce qu'ils appellent internationaux, où c'est par pays. Donc, ça peut être, mais par groupe de pays, hein. Donc, ça peut être un hall qui est dédié à toutes les entreprises qui viennent d'Europe ou d'Afrique ou du Moyen-Orient ou d'Asie. Voilà un petit peu comment s'organisent les organisateurs de foires, sachant voilà, que chaque foire aura sa propre façon de s'organiser. Mais la logique veut, c'est ou par produit ou par pays. Euh, l- Cette dame disait, dans votre exemple tout à l'heure concernant le stand qui donne de la nourriture gratuite, au moment, oui. Comment on peut savoir quels sont ses voisins, en fait? On peut pas savoir que le stand à côté va donner de la nourriture gratuite. Par contre, si vous retournez. Si c'est une première fois, bon, bah, c'est une première fois. Vous apprenez. Ça veut dire que cette entreprise-là, eh ben, la deuxième fois, elle demandera à pas être positionnée à côté de cette entreprise. Euh, Tout ce que vous avez comme information, c'est le nom de l'entreprise qui sont vos voisins. Donc, ce qui est important de savoir, bah, vous allez sur Internet et si vous ne connaissez pas l'entreprise, vous allez regarder ce qu'ils font. Est-ce que c'est des concurrents directs? Là, vous voulez dire, bah, écoutez, je ne suis pas très à l'aise, c'est un concurrent direct. Ou c'est une entreprise qui, je ne sais pas, vous faites du porc fumé, elle fait de la farine, c'est pas un concurrent, donc ça va. Voilà. Et après, c'est une négociation avec les organisateurs de la foire en disant, est-ce que vous avez un meilleur emplacement? Est-ce que je peux déplacer mon emplacement? Si la foire est pratiquement complète, vous n'aurez peut-être pas le choix. C'est pour ça. L'idée, c'est de se dire, si vous participez à une foire, que ça se passe bien, vous pouvez, entre guillemets, réserver votre espace pour l'année suivante. Ou vous pouvez dire à votre organisateur de foire, écoutez, j'ai un bon emplacement, ça s'est bien passé, réservez-le-moi pour l'année prochaine. Voilà, ça fait partie des négociations avec les organisateurs de foires. J'espère que ça a répondu à votre question. Euh, Il y a une autre question. Pouvons-nous connaître les différents types de foires qui ne sont pas exigeants sur les certifications?
Alors, vous inquiétez pas, on va dire 99% des foires ne vous demanderont pas de certification. Ce n'est pas leur problème que vous soyez certifié ou pas certifié. Seulement les foires spécialisées dans le bio, qui est Biophare en Allemagne, qui se déroule à Nuremberg en février chaque année, eux, ils vont vous demander d'être certifié. Vous, si vous n'êtes pas certifié, vous ne pourrez pas exposer. Vous pourrez y aller en tant que visiteur. Et encore, il faudra montrer patte blanche, entre guillemets, en disant je suis dans ce secteur-là. Mais 99%, les autres foires, ça leur est complètement égal. Que vous ayez une certification, 3 certifications ou 0 certification, c'est juste parce que cette foire-là, elle est spécialisée dans un créneau qui est le bio, les produits bio. Alors, une autre question de Stéphanie qui dit, pouvez-vous nous guider sur les foires qui se tiennent et qui correspondent aux PME? Typiquement, pour moi, le CIAL n'est pas une foire pour une PME. Ou alors, c'est une PME qui a énormément de moyens financiers. Le CIAL peut être pour les PME, mais si vous êtes accompagné en tant que groupe, si vous avez une association sectorielle qui organise pour vous, qui vous fait payer qu'une petite partie du vrai coût. C'est pas parce que c'est pas la bonne foire, c'est parce que c'est tellement coûteux que il faut regarder le retour sur investissement. Si vous allez payer, je sais pas moi, 20 000 euros, 20 000 dollars pour exposer 3 jours et que, comme vous n'avez pas la certification ABCD qu'il faut, ou vous n'avez pas assez de volume export, ben en fait, au point de vue business, vous allez peut-être faire 1000 dollars, 1500 dollars, 3000 dollars, 10 000 dollars. Ça reste quand même, il faut regarder le rapport entre le coût de la foire et de ce que vous allez vous en retirer. Donc, vous avez d'autres foires qui sont plus petites, qui correspondent très bien à une première étape. Par exemple, en Europe, il y a 2 grandes foires sur les fruits et légumes, une en Allemagne, une en Espagne, qui sont, on va dire, l'équivalent du CIAL. Mais il y a une petite foire en Italie qui est aussi sur les fruits et légumes, où l'Afrique est présente. Mais ça, c'est que sur le frais, hein, l'exemple que je vous donne, qui correspond bien à une première étape. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 20 000 dollars ou 30 000 dollars pour aller au CIAL, bah, peut-être que c'est 15 000 dollars. Mais peut-être que 15 000 dollars, c'est déjà plus raisonnable par rapport au retour que vous pourriez en faire par rapport aux acheteurs que vous allez rencontrer là-bas. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a... Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'on a fait le tour des différentes questions? Faith, je pense que... Oui, je vois qu'il n'y a pas de, il n'y a personne, je vois rien pour l'instant. Peut-être pour l'instant, on va juste vous demander de répondre au sondage de une question. Et puis, vous pouvez aussi continuer de poser les questions si vous avez encore de Oui, questions. très bien. Ouais. Donc là, c'est à vous, participants, de répondre à cette petite question, ce petit sondage d'évaluation. Ce qui est important pour nous, de savoir si bah, la formation qu'on vous a donnée aujourd'hui vous a aidé, correspond à peut-être aux questions que vous vous posiez ou questions que vous ne posiez pas parce que vous ne saviez pas qu'il fallait les poser. Euh, Après, en parallèle, n'hésitez pas, si vous voulez, m'envoyer d'autres questions dans le chat en même temps.
Peut-être aussi, on peut mentionner que le programme, c'est 7 modules parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas Oui. là. Donc, Oui. cette formation est la première formation d'une formation de 7 modules, 7 formations qui vous seront proposées entre maintenant et le mois de septembre-octobre. Donc, à peu près à un rythme de une formation par mois. Et vous allez avoir alors, je n'ai pas la liste sous les yeux, Faith, mais au point de vue des contenus, on va avoir des formations sur justement les certifications pour un peu comprendre quels sont les différents types de certifications. On va avoir des formations sur la négociation commerciale ça, c'est une formation que je vais donner sur les questions types que vous allez recevoir des acheteurs et comment y répondre. Ensuite, on a des formations sur le marketing, sur le branding. Faith, j'ai dû en oublier quelques-unes. Je vais juste contrôler, je vais partager peut-être une seconde. Pardon. Mhm. Ah, je crois que quelqu'un a levé la main. Si Oui, vous c'est avez moi. levé la main, oui, bonjour, allez-y, hein, prenez la parole. Bonjour, Madame Merci. Marie. Oui, moi j'ai beaucoup raté et les membres de mon association aussi ne se sont pas connectés parce qu'on nous a envoyé le lien en anglais. Donc on attendait 13 heures pour participer. C'est par hasard que je me suis connectée et j'ai vu que la session en français a commencé. Je voudrais savoir si est-ce qu'on peut recevoir l'enregistrement pour Oui, oui, partager dans notre réseau. oui, oui, tout à fait. Vous aurez l'enregistrement et puis vous aurez aussi le PowerPoint, la présentation. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Donc voilà, merci Faith. Donc Faith nous a mis à l'écran les différentes formations, donc dans ce programme de formation. Donc on était aujourd'hui, 21 mars, sur comment préparer et faire votre suivi sur les foires. On en a une autre en avril sur votre stratégie marketing à l'export. Une autre sur augmenter votre visibilité de vos exportations grâce aux médias sociaux. C'est un peu ce qu'on a touché aussi comme sujet aujourd'hui. Une formation sur la sensibilisation aux certifications qui sont utiles et pertinentes dans la transformation agroalimentaire. On a parlé du HACCP, du bio, etc. Les bases de l'exportation, comment construire un prix d'exportation. Dans cette formation, on va regarder les incoterms aussi euh, pour vous donner les bases ou peut-être faire un peu un rafraîchissement de certaines bases qui sont peut-être un peu moins claires. Euh, les différentes approches de la négociation commerciale, les questions clés, voilà, pour les acheteurs, comment y répondre, comment réaliser un suivi acheteur, contact efficace. Et puis, une dernière formation sur l'Observatoire africain du commerce avec tout ce qui est tarifs, donc droits de douane, exportation, documentation. Voilà un petit peu le contenu. Donc, on va se revoir. Et puis, voilà le contenu du programme qui a été créé pour vous. Euh, alors, je vois qu'il y a une question de Madame Chantal qui dit merci pour le partage. Pour nous qui sommes dans le textile,
avons-nous aussi besoin de la certification pour participer au foire international? Non, non, non. Vous inquiétez pas, hein. Je vous ai fait peur avec Biophare en disant si vous ne pouvez pas exposer si vous n'avez pas la certification biologique, mais les autres foires ne vont pas vous demander. Ah, voilà. Et nous avons une question de Madame Fatou. Oui, bonjour. Bonjour, Madame. Bon, oui, je voulais participer. Je suis un peu en retard parce que j'avais des problèmes de connexion. Mais je voulais savoir ce que vous réservez pour l'agroalimentaire. Je suis Fatou Nignan du Sénégal. Je représente mon entreprise Fatima Production. Et que si on pourra avoir un enregistrement ou des documents par rapport à l'exposé que vous venez de faire, Oui, oui, bien s'il vous sûr, plaît. Madame Fatou, bien sûr. Vous aurez l'enregistrement et puis la présentation que ma collègue Faith va partager avec tout le monde. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Je sais Oui, pas si bonjour, je... Madame Véronique. Oui, Est-ce bonjour. que Je me suis connectée avec beaucoup de retard, mais j'ai suivi quand même quelques passages et c'est la première fois que je suis ces genres de formation. Si bien que c'est d'abord pour vous féliciter et que comme vous avez dit que vous allez nous mettre le support, nous allons relire, suivre les vidéos et après vous allez encore avoir des questions. C'est possible qu'on vous envoie des questions après la relecture des documents que vous allez nous laisser. Oui, tout à fait. Faith, qui est ma collègue, fera vous pouvez renvoyer vos questions à Madame Faith, elle me les fera passer. On travaille toutes les deux à ITC. Donc, oui, oui, il n'y a pas de souci. S'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, merci beaucoup. Je Merci. vous en prie. On a des questions dans le chat. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu les questions dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir un enregistrement de cette formation, s'il vous plaît? Oui. Je pense que ça sera tout. Oui, je pense. Oui, oui, bien sûr, hein. Donc, c'est ce qu'on a dit. Vous inquiétez pas, vous aurez l'enregistrement et puis vous aurez le support de formation. Et s'il y a des questions qui viennent après, n'hésitez pas de contacter Faith. Elle fera le lien pour les questions supplémentaires que vous avez. On est bon, Faith? Je pense que... Merci à tout le monde pour votre participation. Et puis, on se voit le 30 avril pour la prochaine séance. Aussi, on va aussi organiser des séances avec le secteur privé, avec le supermarché, juste aussi pour expliquer comment vous pouvez faire vous pouvez faire, vous pouvez vendre votre Vos produits oui, via la grande distribution, ouais. oui, oui, oui. Ça, c'est très intéressant. Ok. Ah. Ok, très bien. Ok, merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, et puis bonne